merci Malik d'accepter cet entretien. Pour discuter ensemble de ce sujet de la dimension politique du travail. Pour commencer, est-ce que tu peux en quelques mots présenter ton travail, à la fois sa dénomination, sa fonction, et puis un petit peu en quoi ça a consisté? Donc je suis chercheur au CNRS, aujourd'hui émérite, ce qui signifie que j'ai le droit de continuer à faire de la recherche, à bénéficier de toute l'infrastructure du CNRS, les coéquipiers, les collègues, l'ambiance et l'environnement de travail du CNRS. Je perçois que ma pension de retraite et je ne suis plus directement salarié du CNRS. Ça ne change rien sur le plan professionnel, mais je n'ai pas de responsabilité directe, ce qui me donne encore un peu plus de liberté vis-à-vis de mon employeur, qui m'offre le gîte et pas le couvert, d'une certaine façon. Mais néanmoins, c'est aussi un employeur qui me sollicite régulièrement sur un certain nombre de sujets, étant donné que, d'abord, on fait confiance qui m'honore énormément. La direction du CNRS connaît un petit peu un certain nombre de sujets sur lesquels je peux être utile et aider. Et il me sollicite régulièrement, en particulier pour organiser la conférence Global Forum on AI for Humanity, dont peut-être nous pourrons parler, qui est quelque chose d'important dans mon champ scientifique. J'espère que ça aura un impact important, qui aura lieu fin octobre. Donc, décrire un peu ton champ scientifique. Alors, moi, j'ai travaillé toute ma vie en intelligence artificielle, des problèmes de inférence, capacité de faire des déductions, capacité de prendre des décisions, d'aider à prendre des décisions par une machine. Comment on peut modéliser ça? Quels sont les processus de calcul qui permettent de faire de la déduction, de faire de l'inférence, comment on peut les améliorer? Et pendant ces, disons, 20-25 dernières années, j'ai principalement travaillé sur les problèmes de planification de l'action, modéliser l'action, comment on peut décrire une action au niveau des conditions qui permettent à l'action de se dérouler, au niveau de ses effets dans le monde, au niveau des relations de causalité de l'action et comment on peut conduire l'action et raisonner sur l'action pour la planifier. Qu'est-ce que l'action délibérée? L'action que l'on fait, non pas de façon réflexe, qui est préprogrammé dans une machine, mais que la machine décide de faire, bien entendu, avec de nombreuses applications dans le domaine de la robotique. Et justement, tu décrirais ton activité de chercheur en intelligence artificielle comme plutôt orientée application, appliquée, ou plutôt théorique? Plutôt théorique, plutôt théorique. J'ai traité de quelques applications qui allaient du domaine du transport, dans le ferroviaire. On a fait des choses pour Alstom à une époque. On a fait des choses pour la sidérurgie. Vraiment de très jolies choses pour l'aide à la conduite de hauts fourneaux. Joli dans quel sens au sens où les gens de Zinor Sassilar, à un moment, me disaient notre chiffre d'affaires est plus important dans les logiciels que nous vendons, auxquels j'avais contribué, etc., que dans l'acier que nous vendons. Parce que ils avaient réussi à obtenir une maîtrise du processus d'écoulement du haut fourneau, qui est très très compliqué, grâce aux modèles que nous avons développés, qui ne sont pas simplement des modèles physico-chimiques, qui s'appuient sur les modèles physico-chimiques, mais au-delà, nous avons réussi à avoir de très jolis modèles sur le plan mathématique et une belle algorithmique pour aider les opérateurs qui font la conduite des hauts fourneaux à procéder à prendre les bonnes décisions. Sur le même ordre d'idées, j'ai eu des applications dans le domaine de la pétrochimie, une usine d'éthylène. Là aussi, pour l'anecdote, le partenaire industriel qui était qui faisait la mise en œuvre des travaux et des algorithmes sur lesquels nous bossions, un mois après le déploiement de ceci de façon expérimentale sur une turbine qui était une des plus grosses turbines d'éthylène en Europe, ça se passe en Écosse, ils ont battu les records de production.
un mois après. Et la tradition, comme ça se passe en Écosse, est de donner une prime à chaque personnel de l'usine sous forme d'une bouteille de whisky. D'accord. Donc voilà pour l'anecdote. Et puis il y a eu bien sûr un certain nombre d'applications qui sont plus spécifiquement robotiques. D'accord. Et donc à la fois, tu décris ces applications là avec enthousiasme, mais tu dis que tu avais plutôt un volet théorique que Oui, j'avais applicatif. plutôt un volet théorique. Tu es l'auteur d'ouvrages de Oui, référence dans le absolument. domaine de l'IA. Oui. Dans le domaine de la planification, je pense que l'ouvrage de référence est un ouvrage auquel j'ai contribué. Nous sommes 3 auteurs, un collègue américain, un italien et moi-même, un autre ouvrage plus récent aussi, avec les mêmes 2 autres co-auteurs sur les aspects modélisation de l'action que je viens de mentionner. J'ai contribué avec des copains du LAS à créer une start-up dans le domaine de la planification de l'action. Mais il y a eu aussi des applications dans le champ applicatif là. Ouais. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené petit à petit, qu'est-ce qui t'a guidé de façon un petit peu intérieure vers à la fois l'intelligence artificielle et la recherche, le fait d'être dans le domaine académique plutôt que dans le domaine d'entreprise, dans le monde de l'entreprise? Il y a toujours, c'est toujours multifactoriel, hein, il y a toujours un ensemble de causes qui poussent dans une trajectoire plutôt qu'une autre. L'intelligence artificielle, je pense que comme de façon assez, disons, banale, c'est la rencontre avec un prof qui était Hervé Galère, qui est peut-être le premier Toulousain à avoir amené l'intelligence artificielle. Ça se passait au tout début des années 70. Je venais de revenir de Berkeley, il y avait un certain nombre de développements. Hervé Galère était mon prof et j'avais une très très bonne relation avec lui. Et il avait des enseignements en mathématiques appliquées qui étaient assez originaux et qui poussaient dans cette direction. Ensuite, assez, disons, accidentellement, à la fin de mes études d'ingénieur, entre un projet de fin d'études dans l'industrie et un projet de fin d'études dans un laboratoire de recherche, j'étais plus attiré par un laboratoire de recherche parce que j'avais participé à un certain nombre de projets en tant qu'étudiant, où j'avais plus de liberté pour m'exprimer. Un projet de réalisation d'un calculateur embarqué pour avion. À ce moment-là, un brevet a été déposé, des choses intéressantes avaient été faites. Donc, je voulais continuer à m'exprimer dans ce sens. Mais de façon un petit peu accidentelle, tu dis. Accidentelle parce que il y avait un projet qui était proposé par le LAS et je me suis dit, s'ils n'avaient pas proposé de projet, je me serais retrouvé peut-être à l'aérospatiale à l'époque ou ailleurs, puisque j'avais fait ce projet sur un calculateur embarqué, alors que c'était les premiers microprocesseurs venaient juste de sortir en 1971. Donc il y a toujours une partie un petit peu de chance et d'aléa dans une trajectoire. L'intérêt au niveau personnel, il y a des choses qui font un petit peu rêver. La mécanisation de tâches et du raisonnement a des racines très très profondes dans l'histoire des sciences, en particulier des mathématiques. On peut remonter au moins à Leibniz, c'est peut-être bien avant Leibniz, par un certain nombre d'interrogations sur peut-on mécaniser le raisonnement, et en particulier le raisonnement mathématique et le raisonnement logique. Et ces racines profondes se sont poursuivies, y compris à l'époque où je commençais, je sortais d'une école d'ingénieur et je commençais à m'intéresser à la recherche, le début de l'intelligence artificielle, qui est la fin des années 50, les travaux un peu plus anciens mais encore très très récents de Alan Turing, une énorme interrogation sur que signifie qu'une machine intelligente et que signifie que mécaniser d'autres tâches que celles pour lesquelles on avait montré un certain nombre de limites. Donc un questionnement un petit peu philosophique qui t'a amené absolument. vers ce sujet-là. Et parce que le fait de pouvoir construire un algorithme, une procédure, un modèle mathématique qui permettent de répondre à la question je sais ou je sais pas mécaniser dans certaines limites, ça veut dire qu'on comprend exactement comment la tâche peut être faite. On ne comprend quelque chose que si on arrive à le reconstruire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été constamment observé dans toutes les sciences. D'accord, donc vous avez ce guide là personnel. Et dans l'exercice de
au cours de ta carrière. Est-ce que ça a répondu à tes attentes de ce point de vue-là, un peu à cette quête philosophique ou ce désir-là qu'il y avait autour de ces questionnements? Alors, je pense qu'un certain nombre de développements ont répondu à mes attentes. Sur d'autres, je vais être un peu plus circonspect. Il y a un certain nombre de développements en termes des progrès de l'intelligence artificielle qui sont assez fantastiques. Hein. On arrive à réaliser des tâches qui n'étaient peut-être évoquées dans les années 70, mais pas sérieusement en termes de on va y arriver très rapidement. Alors, quelquefois, on avait énormément d'optimisme, on disait on va y arriver. J'ai travaillé sur des problèmes de vision, mais on n'imaginait pas qu'on soit capable des performances en termes de classification que nos machines ont aujourd'hui. Donc, sur ce plan, on en sait énormément. Et le domaine a grossi exponentiellement, a transformé complètement le traitement de l'information, en particulier par quelque chose qui est assez, disons, classique dans le domaine de toutes les branches de l'informatique, c'est la puissance des calculateurs. Nous disposons de calculateurs de plus en plus puissants selon une loi exponentielle, la célèbre loi de Moore, qui font qu'un certain nombre de tâches qui étaient balbutiantes se sont retrouvées à portée et faisables uniquement par l'accélération de nos machines. Je me souviens parfaitement sur ce point, à une grande conférence LISHKA en 81, un article et une présentation à laquelle j'avais assisté qui s'appelait Brute Force Intelligence, d'un champion aux échecs qui était chercheur en intelligence artificielle, et qui expliquait que compte tenu des progrès au niveau ELO c'est l'échelle de classement des joueurs professionnels d'échecs, compte tenu des progrès, uniquement en s'appuyant sur la croissance de ces progrès exponentiels des machines, on battrait le champion du monde avant les années 2000. Donc ça, c'était publié en 81. Et on connaît le résultat. En 97, on a battu le champion du monde. Et à côté de cela, il y a eu une autre tendance importante, c'est que pendant longtemps, dans notre domaine, mais dans tous les domaines aussi, on travaillait avec très peu de données. La donnée était une ressource rare pour le scientifique. Avec le web, ce n'est plus le cas. On arrive à des agrégations de données et à des masses de données énormes qui transforment complètement de très nombreux champs scientifiques, en particulier les possibilités d'expérimentation en IA. L'IA était une science peu expérimentale, très très peu expérimentale, comme toute l'informatique, mais elle est devenue expérimentale parce que nous disposons de ressources qui permettent d'expérimenter en termes de données, d'énormes quantités de ressources en termes de données. Donc ça, c'est, disons, tout le volet progrès fantastique, quand on prend du recul en disant, j'ai démarré il y a 40 ans, comment ça se passe aujourd'hui? Et le volet plus négatif, c'est que bien assez naïvement, lorsqu'on travaille sur un certain nombre de sujets, on ne regarde que le beau côté, les applications socialement utiles et humainement désirables. On ne regarde pas les mauvais côtés, ou rarement. Ça, c'est une tendance assez générale dans tous les champs scientifiques. Et avant même que de parler vraiment des applications de la recherche et de leur potentiel de nuisance, par rapport à ces questions que tu avais au début, tu parlais de Leibniz, et puis les progrès applicatifs de l'IA. Est-ce que finalement ces progrès ont permis de répondre à cette question de modélisation de la pensée, de compréhension un peu philosophique de la pensée, ou est-ce qu'on est sur une trajectoire qui est purement brute force et applicative, qui finalement ne répond pas aux questionnements philosophiques, et c'est ainsi? Si tu veux, on comprend mieux un certain nombre de sujets. On comprend mieux un certain nombre de sujets. Je pense qu'il reste des sujets tels que ceux de la conscience, qui sont très difficiles, sur lesquels on commence à avoir des théories, mais on a énormément de difficultés à valider ces théories ou à expérimenter avec ces théories, en particulier l'approche d'autonomie sur la conscience, mais ça reste des visions pour le moment qui sont loin de pouvoir avoir une masse scientifique suffisante. Et donc on progresse sur un certain nombre de sujets tout en laissant les questions philosophiques fondamentales relativement ouvertes, largement ouvertes. D'accord. Donc
les champs de progrès, bien a priori, c'est que on peut avoir des machines capables de raisonnement logique, de déduction, capables d'abduction, capables d'induction, avec une enveloppe de fonctionnement qu'on comprend mieux et qui délimite les possibilités de cette machine. D'accord. Et pour en venir un petit peu là au cœur du sujet de l'entretien, ce que j'appelle la dimension politique du travail, c'est-à-dire que le fait que dans le travail, notamment quand on a un travail créatif comme cela, c'est par le travail qu'on agit essentiellement sur le monde, vu qu'on s'est formé à ce travail-là, on y passe beaucoup de temps, d'énergie, on y met notre créativité. Toi, dans quelle mesure tu as apporté beaucoup de choses à la société au travers de ton travail, dans quelle mesure ce que tu as apporté correspond, est aligné avec ce que tu aurais souhaité ou ce que tu souhaites apporter de façon générale au monde, sachant que les éléments un peu de non-alignement, de dissension qu'il pourrait y avoir, tu en as cité quelques-uns, tu voulais que les résultats de tes recherches ne nuisent pas. Est-ce que ça a été le cas? La recherche, l'IA, tu présentes ça comme quelque chose de très très morcelé, avec certains sujets qui peuvent être très très pointus. Dans quelle mesure est-ce que ça s'inscrit vraiment dans une trajectoire éventuelle d'utilité sociale? Un autre axe, c'est la question de la priorisation de la recherche. Si on fait de la recherche sur l'IA, ok, c'est bien, mais on pourrait faire, ça veut dire, c'est autant de recherche qu'on ne fait pas sur autre chose. Est-ce que c'est la bonne priorité ou pas? Et puis enfin, l'idée d'organisation de la recherche. Aujourd'hui, la recherche, dans le cadre du CNRS, par exemple, est organisée selon un certain mode de fonctionnement et valorisée selon certains critères. Est-ce que ça va dans le sens que tu aurais voulu pour apporter des choses au monde, ou est-ce que parfois ça te bride dans ton activité? Et il y a peut-être d'autres axes d'analyse. Beaucoup de questions là. Alors Olivier, commençons par le point relatif à les divers apports que le chercheur peut espérer avoir et qu'il peut mettre en avant. Il y a peut-être si tu arrives à le formuler plutôt vraiment en tant que individuellement toi, ce que tu as ressenti dans ton activité. Je vais essayer d'y répondre, mais peut-être auparavant te dire que j'ai toujours été assez méfiant par rapport à deux extrêmes. L'un qui dit, a priori, moi je contribue aux connaissances, et c'est à la société de faire ce que lui semble de faire, et c'est pas à moi, je ne m'en préoccupe pas, c'est l'extrême, disons, pour simplifier, qu'on peut étiqueter la tour d'ivoire, le chercheur dans sa tour d'ivoire. Et l'autre extrême, c'est celui du scientisme, c'est regardez, tout découle de la science. La moindre décision sociale, politique, etc. doit sortir de la science, suivez la science, et la rationalité scientifique va tout résoudre. Qui est tout aussi absurde que celle de la tour d'ivoire. Le scientisme a vécu ses beaux jours au XIXe siècle, c'est une vue réductrice qui a été qualifiée par les épistémologues comme une grande naïveté sur les conditions de production du résultat scientifique. Ils sont tellement exigeants par rapport à ce que l'on demande qu'ils ont une applicabilité relativement limitée. Ils ne peuvent pas répondre à des questions d'ordre politique, à des choix d'ordre moraux. Donc, voilà les deux extrêmes qu'il faut éviter. Ce n'est pas aux scientifiques de répondre à toutes les questions de société, et ce n'est pas aux scientifiques de dire c'est pas mes affaires, la société fait ce qu'elle veut. Donc moi, personnellement, eh bien, ce que je commençais un petit peu à te dire, à savoir que comme tous les chercheurs, il y a une certaine naïveté et volonté de bien faire qui dit que ce que je fais peut bien servir à ça, 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 et c'est ce qu'on liste dans les publications, c'est ce qu'on essaie d'explorer dans les applications auxquelles on contribue. Mais il est rare que l'on se dise « Ah non mais attends, ça peut aussi être mal utilisé », parce que comme toute technologie, c'est bicéphale. L'IA a un bon côté et un mauvais côté, comme absolument toutes les technologies. Il n'y a pas une seule technologie qui n'ait pas ce caractère d'être utilisable dans le bon sens et dans le mauvais sens. Donc, inventer le bateau, c'est découvrir le naufrage, comme le dit l'adage. Donc, a priori,
le fait de se focaliser de façon assez pointue sur son domaine, sa question scientifique, permet d'avancer. C'est comme ça qu'avance la recherche académique. Permet d'avancer, d'apporter des contributions au champ de la connaissance humaine. Le fait de dire oui, mais ça peut être mal utilisé, ça nécessite non pas une vision verticale et pointue, mais une vision un peu plus large. Et des collaborations un peu plus larges pour lesquelles la recherche académique n'est pas bien outillée, on n'est pas encouragé pour le faire. Ça nécessite d'avoir des collaborations avec des gens des sciences humaines, des sociologues, des économistes, etc. Toutes choses que je n'ai pas faites en tant que telles, que je perçois bien maintenant, auxquelles j'essaye de remédier par des écrits, par des collaborations ponctuelles. Mais des grands projets de cette nature, eh bien, j'y ai pas de cette nature, disons, projets intégratifs, qui peuvent regarder aussi bien comment de façon intégrative on va faire avancer un grand défi humain et social, ou comment de façon intégrative, sur un front assez large de champ scientifique, on pallie un certain nombre de dangers, ou on essaie de pallier un certain nombre de dangers. Donc, j'ai eu l'occasion, en gérant des programmes de recherche, de lancer, de pousser un certain nombre d'initiatives, mais on est toujours dans les initiatives qui sont plus verticales et pointues, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les connaissances, et moins fréquemment sur comment vérifier que ces connaissances ne risquent pas, ou risquent moins, ou ont moins de chances d'être mal utilisées. Sachant qu'il y a un certain nombre de forces dans les dynamiques sociales qui dépassent complètement ce que peut faire le chercheur ou son organisme. Donc, voilà un petit peu sur un premier volet de ta question. Et sur l'aspect, bon, si on aborde l'aspect morcellement de la recherche, parce qu'effectivement, aujourd'hui, n'importe quel objet nécessite en fait l'intégration de technologies très très pointues, ne serait-ce que dans sa production. C'est pareil dans la recherche. Si on aborde ça, je pense qu'on va être vraiment dans une discussion assez technique finalement sur l'IA. Peut-être pour prendre une discussion, aller plus un peu sur le terrain de la politique, en termes de priorité. Quelle est ta vision de comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui de travailler sur des sujets comme l'automatisation de certaines machines, par exemple, alors qu'on a des urgences écologiques ou climatiques ou même sociales à côté. Est-ce que c'est parce que finalement ça paraît inutile, mais ça pourrait avoir une utilité sociale à terme, ou est-ce que c'est parce que, et entre ça il y a un infini sans doute de possibles, comme la littérature ou la poésie, c'est un inutile qui est absolument nécessaire ou peut-être une autre raison. L'automatisation. Là aussi, ce sont les effets positifs qui ont été recherchés au début et qui mobilisaient les scientifiques. Un des premiers projets auxquels j'ai travaillé dans ce laboratoire s'appelait Spartacus. Donc le nom est révélateur. Qu'est-ce qu'on cherchait à faire? Et les arguments ne manquaient pas. Le mineur dans les houilles de la fin du 19e ou début du 20e, ou même peut-être aujourd'hui dans un certain nombre de coins de la Terre, avait une espérance de vie fort réduite. Elle dépassait rarement les 40 ans. C'est des conditions de travail absolument atroces. Il fallait remplacer ces travailleurs-là par, je peux te donner plein d'exemples, de choses que j'ai vues dans l'industrie manufacturière, dans une presse, etc. Il fallait remplacer ces travaux extrêmement pénibles et invivable pour une personne sur une carrière complète par des choses beaucoup plus épanouissantes, etc. Et donc les justifications ne manquaient pas. Puis on a travaillé beaucoup et peut-être on a progressé plus vite sur des choses qui étaient d'utilité pour les services. Donc quelqu'un qui analyse des dossiers de demande de prêt ou des dossiers d'assurance, etc. On automatise largement son travail aujourd'hui, et c'est très très frustrant parce que d'abord, quand on le garde en poste, on lui dit voilà la décision, et puis il la comprend pas, et il a juste à la retransmettre, etc. C'est absolument inacceptable, et on va se passer de lui ou on va pas le remplacer quand il prendra sa retraite. Et ça, c'est pas acceptable.
d'une manière générale, ces questions d'automatisation, aujourd'hui, soulèvent des problèmes de cohésion sociale considérables, extrêmement dangereux. Parce que la société avance doucement, parce que on a mis plus rapidement en place des possibilités pour l'industrie et les services de réduire le nombre d'emplois, et comme le moteur et le profit, et ben ça va dans ce sens, qu'on a avancé sur le front de trouver une reconnaissance sociale à chacun et donner à chacun sa part des ressources de ce que produisent les machines. Un partage des ressources disponibles dans une communauté, qu'on ne sait toujours pas faire. Alors que si on arrivait à le faire, l'automatisation nous libérerait pour faire de la poésie, pour faire de la musique, pour interagir entre nous, pour s'occuper de nos familles, etc., etc. Et nous laisserait une marge de manœuvre plus grande pour des activités créatrices, pour faire de la science. Et même au-delà, alors j'ai pris l'automatisation parce que c'est un sujet qui nous lie aussi tous les deux, mais de façon générale, la priorisation des thématiques de recherche, de la politique de recherche nationale, parce qu'au final, les chercheurs, dans quelle mesure ont-ils une liberté de choisir leur thématique de recherche actuellement? Faible. Et donc comment cette priorisation est organisée, et est-ce que selon toi, elle t'a permis d'apporter au monde ce que tu souhaitais apporter, ou est-ce qu'elle t'a bridé? Cette priorité, cette possibilité de définir soi-même son agenda scientifique et de définir quelles sont ses priorités a diminué au cours de ma carrière. Je l'ai vu clairement. Un exemple simple, le CNRS menait un certain nombre de programmes qui lui permettaient de financer des recherches en son sein directement. Il ne le fait plus. Aujourd'hui, c'est uniquement l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui fait des appels à propositions, etc., qui permettent de financer. Donc les gens qui travaillent dans ce laboratoire, s'ils veulent un financement pour s'acheter un équipement, pour payer un doctorant, etc., il faut qu'ils aient des financements extérieurs. L'Europe, l'ANR et compagnie. Ces financements extérieurs, assez naturellement, sont définis par le politique, qui dit, eh bien, l'archéologie, ça n'intéresse pas tellement, par exemple, ça n'intéresse pas tellement la société, ou c'est pas prioritaire, donc j'y mets pas de l'argent. Par contre, combattre le cancer, c'est prioritaire, et je vais y mettre de l'argent. C'est tout à fait légitime. C'est vraiment légitime. La société et le citoyen qui contribue au financement de la recherche doit pouvoir exprimer ce qu'il veut comme activité à mener, sur laquelle on doit mettre l'accent. Maintenant, il y a des tas de champs qu'on ne soupçonne pas et qui peuvent se développer et apporter énormément. L'archéologie peut nous éclairer énormément sur nos choix actuels, sur le plan social et politique, possiblement, ou une autre vision de l'histoire. Donc, les priorités qui sont mises en avant obéissent à des phénomènes de mode, obéissent à des phénomènes de lobby, obéissent à des phénomènes de rapport de force économique, et des puissances industrielles qui font qu'on va trouver tel et tel financement qui induisent le chercheur à prendre tel et tel agenda de recherche compte tenu des financements qu'il peut avoir. Et ça, tu l'as senti, toi, concrètement, de dire je suis obligé d'aller vers telle voie qui ne me paraît pas très utile socialement, mais parce que c'est là que j'aurai du financement? Je l'ai senti concrètement à travers le fait que, je te dis, il n'y avait plus de financement, disons, banalisé au CNRS. Banalisé au sens où on donne de l'argent pour soutenir la recherche, carte blanche. J'ai eu l'occasion de diriger des programmes de recherche, de diriger des laboratoires comme celui-ci. Mon discours était de dire, on ne peut pas dire je fais ce que je veux. C'est pas quelque chose qu'on peut défendre vis-à-vis de la société. Par contre, on peut dire nous faisons ce que nous voulons. Ce qui est différent, c'est une communauté scientifique à laquelle, puisqu'on l'a embauché, puisqu'on lui a accordé un poste académique, etc., elle a une certaine compétence, on lui reconnaît cette compétence. Cette communauté est en mesure de définir son agenda, de mettre en avant ses priorités. Donc, une communauté comme celle, la communauté de ce laboratoire, dans un certain nombre de domaines, un petit nombre de domaines, 4 ou 5 domaines scientifiques, peut dire, voilà l'agenda important sur lequel nous inscrivons. Et il ne le dit pas au sens où chacun dit « je fais ce que je veux », mais au sens où, collectivement, nous faisons ce que nous voulons. J'ai donné souvent cette expression et opposé le fait de dire
On ne peut pas défendre le fait de dire je fais ce que je veux, mais on peut défendre le fait de dire nous faisons ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous faisons très peu ce que nous voulons. Nous faisons ce qui est dans les grands agendas politiques qui sont légitimes, encore une fois, dans une certaine mesure, mais qui peuvent aussi pâtir de groupes de pression, de lobby et d'influences qui ne sont pas nécessairement pour le bien de la société. Dans ta pratique quotidienne, comment est-ce que tu vis ça? C'est une contrainte qui est quand même pas anodine. Oui. Est-ce que c'est nécessaire finalement au libre exercice et tu essaies de te glisser dans les interstices, ou est-ce que tu acceptes cette contrainte et même tu la prends à bras le corps et tu l'accompagnes? Plutôt, j'essaie de me glisser dans les interstices à travers un certain nombre de moyens, parce qu'il en existe. Alors, par exemple, il est possible d'avoir un très bon doctorant qui ne soit pas financé sur ressources contractuelles. Donc, un doctorant qui obtient une bourse, il y en a de moins en moins, mais c'est toujours peu possible. Alors, il est possible de candidater sur des soutiens contractuels hors des mécanismes partenariaux qui mettent en avant un certain nombre de priorités. Ce que l'ANR, par exemple, appelle les programmes blancs. Mais on trouve des choses similaires sur la recherche avancée au niveau de l'Europe. Ça reste des portes étroites, mais on peut arriver à travers ces portes étroites à obtenir des financements et avancer dans son travail. D'accord. Mais c'est difficile. Je pense que collectivement, à l'échelle de toute une communauté, l'impact est clair, que là où il y a du financement, là où il y a de l'argent, eh bien c'est là où on va former le plus de gens et c'est là où on va faire avancer le front de la recherche. Aujourd'hui, on y a, la situation est bonne parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de financement, et comme il y a beaucoup de financement, il y a une part substantielle de financement, disons. Les interstices sont plus larges. Voilà, c'est ça. Peut-être pour conclure, je pense qu'on a bien circonscrit le sujet de cette dimension politique, avec une question un peu anecdotique, mais qui peut faire sens parce que tu as une expérience professionnelle significative et que le monde a beaucoup changé entre le moment où tu as démarré ta carrière et fait ce choix de dire un peu accidentel, mais pas que, d'aller vers l'IA, etc. Et aujourd'hui, et donc si par exemple c'était à recommencer, si tu démarrais une thèse aujourd'hui, en 2019, avec le monde tel qu'il est, les problématiques telles qu'elles sont, l'organisation de la recherche, donc quand on démarre une thèse, on ne connaît pas vraiment, mais que tu connais maintenant, qu'est-ce qu'éventuellement tu changerais, dans ce parcours? C'est une question difficile, c'est une question difficile, parce que on ne planifie pas son parcours, on le vit au fur et à mesure, etc. Mais disons, en termes des grandes thématiques, je pense que celles sur lesquelles j'ai travaillé, ce sont des choses des idées qui sont venues au fur et à mesure du travail, et puis c'est en marchant qu'on prouve la marche, donc des thématiques dans lesquelles je me suis bien senti. Mais avec le recul, un certain nombre de champs scientifiques qui ne m'intéressaient pas et que je trouvais sans intérêt, par exemple autour des sciences du vivant, sont devenus aujourd'hui extrêmement passionnants. Dans les années 70, 80, les sciences du vivant, c'était des raisonnements au cas par cas. On connaissait un très très grand nombre de cas et il n'y avait pas une rationalité globale. Il n'y avait pas de modèles globaux, contrairement au monde de la physique. Pour dire les choses autrement, une des théories qui a eu le plus d'impact et le plus influente au niveau scientifique, c'est la théorie de l'évolution de Darwin, et il n'y avait pas de mathématiques dans la théorie de l'évolution de Darwin jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, l'informatique et l'IA en particulier ont permis de faire des progrès et d'avancer dans la modélisation du vivant au-delà du cas par cas, d'une vision au cas par cas qui ne permet pas de rationaliser et de pousser plus loin. Et donc,
si j'ai eu à discuter avec un jeune qui venait de commencer un master et peut-être un doctorat, sans vouloir l'orienter, je lui dis un petit peu, fait part un peu de cette réflexion, que, a priori, ce qui me semble extrêmement fertile aujourd'hui, c'est le mariage de la modélisation calculatoire et des techniques de l'IA avec le vivant. Et bien sûr, comme champ applicatif, il y a la santé, il y a les problèmes de l'environnement, il y a l'évolution globale de la chaîne bio-naturelle et biophysique sur laquelle il y a beaucoup de choses à faire. C'est un des grands défis de l'humanité. Et peut-être que j'axerai davantage mes travaux dans le domaine de ce qui m'a intéressé autour de la mécanisation de tâches, comprendre, de modéliser, et j'axerai davantage sur le vivant que sur la robotique. D'accord. Bien, merci. Avec plaisir.